fait, elle ne cesse d'empirer, elle va encore empirer parce que les causes structurelles de cette situation demeurent, à savoir le pouvoir des bandes armées qui s'étend dans un contexte de crise économique, de crise sociale et d'impasse politique. Or, le pouvoir de ces bandes armées, il bénéficie d'une impunité totale et de complicité au sommet de l'État et au sein de la classe d'affaires du pays. Quel est le quotidien des habitants de Port-au-Prince aujourd'hui, celui d'une vie sous la menace permanente, hein? C'est ce que dit d'ailleurs ce rapport de l'ONU de mars, hein. Oui, l'ONU estime que près de la moitié de la population de la capitale est directement confrontée à la violence. Donc c'est des stratégies quotidiennes et quotidiennement revues pour se déplacer. C'est des centaines d'écoles qui ne fonctionnent pas, c'est des hôpitaux qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent au ralenti, c'est la pénurie d'essence et donc d'électricité. C'est des stratégies de survie avec la peur et le stress d'être enlevé, d'être tué, d'être pris dans des affrontements de bandes armées qui encore ce week-end ont affecté 5 quartiers de Port-au-Prince. Donc c'est une situation d'autant plus catastrophique qu'elle empire et qu'on ne voit pas de solution à court terme. Oui, c'est une violence qui flambe avec aussi ce constat, hein, celui de la constitution de groupes d'autodéfense, hein, parmi les habitants haïtiens face à l'absence d'État et pour lutter contre les gangs, eh bien, ils s'arment. Le risque, selon vous, est-ce que ce serait celui d'une guerre civile? Mais ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre contre la population, une guerre qui n'est pas son nom, et une guerre qui bénéficie de l'indifférence et la complicité de ce gouvernement, et un gouvernement malheureusement soutenu par l'international. Donc on est déjà dans une situation de guerre, mais pas d'une situation de guerre où ce serait la population deux groupes de la population qui s'affrontent, sinon des groupes armés qui bénéficient d'un accès facile aux armes et à des financements et des complicités politiques et économiques importantes. Frédéric Thomas, quelles sont les options politiques aujourd'hui en Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse? On a parlé beaucoup de nouvelles élections, c'est soutenu bien sûr par les États-Unis. À votre avis, que peut-il se passer désormais? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'élection, en tout cas d'élection crédible et démocratique cette année, ni l'année prochaine, tant que ce gouvernement est en place. Donc, quelle est la solution, l'espoir? Il est sur la table depuis plus de 18 mois, c'est l'accord de Montana. C'est un large accord qui réunit l'ensemble des organisations sociales, des syndicats, des églises, des mouvements de femmes, des mouvements paysans, et qui appelle à une transition de rupture pour essayer de casser le lien entre la classe politique et la classe du secteur des affaires avec ces bandes armées et de pouvoir combattre que de mettre en place les conditions pour assurer une transition. Donc la solution, ou en tout cas les pistes d'une sortie de crise, ils sont sur la table. Malheureusement, ils sont bloqués et par le gouvernement et par la diplomatie internationale qui ne veut pas en entendre parler. Et pour quelles raisons, à votre avis, la diplomatie internationale ne veut pas en entendre parler de cette solution? Parce qu'on préfère revenir au vieux réflexe et avoir un pays sous tutelle avec un gouvernement qui, aussi corrompu soit-il, on contrôle plus ou moins, et s'assurer la reproduction d'un statu quo. Et on a peur d'une transition et encore plus d'une rupture qui laisse la porte ouverte à la mise en place d'autres politiques et à des politiques et à un développement qui aille à l'encontre des intérêts de Washington et de l'ONU. Je pense que la diplomatie internationale a peur de reconnaître et son échec et sa responsabilité dans la situation actuelle. Il y a la question aussi évidemment de l'humanitaire face à cette violence. Que font les ONG? Elles sont en fuite aussi, elles partent, elles quittent le territoire haïtien? Une grande partie est partie, une autre reste active, mais elle reste active dans des conditions très difficiles parce qu'elle doit négocier son passage avec les bandes armées. Elle est confrontée elle-même à la violence, à une pénurie d'essence et à une situation qui de toute façon se dégrade. Et donc on est aussi dans une situation où l'humanitaire sert de cache-sexe à un échec de la diplomatie internationale et au soutien inconditionnel à un gouvernement haïtien qui entretient cette crise et qui hypothèque toute sortie de crise.
En fait, elle ne cesse d'empirer, elle va encore empirer parce que les causes structurelles de cette situation demeurent, à savoir le pouvoir des bandes armées qui s'étend dans un contexte de crise économique, de crise sociale et d'impasse politique. Or, le pouvoir de ces bandes armées, il bénéficie d'une impunité totale et de complicité au sommet de l'État et au sein de la classe d'affaires du pays. Quel est le quotidien des habitants de Port-au-Prince aujourd'hui, celui d'une vie sous la menace permanente, hein? C'est ce que dit d'ailleurs ce rapport de l'ONU de mars, hein. Oui, l'ONU estime que près de la moitié de la population de la capitale est directement confrontée à la violence. Donc, c'est des stratégies quotidiennes et quotidiennement revues pour se déplacer. C'est des centaines d'écoles qui ne fonctionnent pas. C'est des hôpitaux qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent au ralenti. C'est la pénurie d'essence et donc d'électricité. C'est des stratégies de survie avec la peur et le stress d'être enlevé, d'être tués, d'être pris dans des affrontements de bandes armées qui encore ce week-end ont affecté 5 quartiers de Port-au-Prince. Donc c'est une situation d'autant plus catastrophique qu'elle empire et qu'on ne voit pas de solution à court terme. Oui, c'est une violence qui flambe avec aussi ce constat, hein, celui de la constitution de groupes d'autodéfense, hein, parmi les habitants haïtiens face à l'absence d'État et pour lutter contre les gangs, eh bien, ils s'arment. Le risque, selon vous, est-ce que ce serait celui d'une guerre civile? Mais ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre contre la population, une guerre qui n'est pas son nom, et une guerre qui bénéficie de l'indifférence et la complicité de ce gouvernement, et un gouvernement malheureusement soutenu par l'international. Donc on est déjà dans une situation de guerre, mais pas d'une situation de guerre où ce serait la population deux groupes de la population qui s'affrontent, sinon des groupes armés qui bénéficient d'un accès facile aux armes et à des financements et des complicités politiques et économiques importantes. Frédéric Thomas, quelles sont les options politiques aujourd'hui en Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse? On a parlé beaucoup de nouvelles élections, c'est soutenu bien sûr par les États-Unis. À votre avis, que peut-il se passer désormais? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'élection, en tout cas d'élection crédible et démocratique cette année, ni l'année prochaine, tant que ce gouvernement est en place. Donc, quelle est la solution, l'espoir? Il est sur la table depuis plus de 18 mois, c'est l'accord de Montana. C'est un large accord qui réunit l'ensemble des organisations sociales, des syndicats, des églises, des mouvements de femmes, des mouvements paysans, et qui appelle à une transition de rupture pour essayer de casser le lien entre la classe politique et la classe du secteur des affaires avec ces bandes armées et de pouvoir combattre et de mettre en place les conditions pour assurer une transition. Donc la solution, ou en tout cas les pistes d'une sortie de crise, ils sont sur la table. Malheureusement, ils sont bloqués et par le gouvernement et par la diplomatie internationale qui ne veut pas en entendre parler. Et pour quelles raisons, à votre avis, la diplomatie internationale ne veut pas en entendre parler de cette solution? Parce qu'on préfère revenir au vieux réflexe et d'avoir un pays sous tutelle avec un gouvernement qui, aussi corrompu soit-il, on contrôle plus ou moins et s'assurer la reproduction d'un statu quo. Et on a peur d'une transition et encore plus d'une rupture qui laisse la porte ouverte à la mise en place d'autres politiques et à des politiques et à un développement qui aille à l'encontre des intérêts de Washington et de l'ONU. Je pense que la diplomatie internationale a peur de reconnaître et son échec et sa responsabilité dans la situation actuelle. Il y a la question aussi évidemment de l'humanitaire face à cette violence. Que font les ONG? Elles sont en fuite aussi, elles partent, elles quittent le territoire haïtien? Une grande partie est partie, une autre reste active, mais elle reste active dans des conditions très difficiles parce qu'elle doit négocier son passage avec les bandes armées. Elle est confrontée elle-même à la violence, à une pénurie d'essence et à une situation qui de toute façon se dégrade. Et donc on est aussi dans une situation où l'humanitaire sert de cache-sexe à un échec de la diplomatie internationale et au soutien inconditionnel à un gouvernement haïtien qui entretient cette crise et qui hypothèque toute sortie de crise.
En fait, elle ne cesse d'empirer, elle va encore empirer parce que les causes structurelles de cette situation demeurent, à savoir le pouvoir des bandes armées qui s'étend dans un contexte de crise économique, de crise sociale et d'impasse politique. Or, le pouvoir de ces bandes armées, il bénéficie d'une impunité totale et de complicité au sommet de l'État et au sein de la classe d'affaires du pays. Quel est le quotidien des habitants de Port-au-Prince aujourd'hui, celui d'une vie sous la menace permanente, hein? C'est ce que dit d'ailleurs ce rapport de l'ONU de mars, hein. Oui, l'ONU estime que près de la moitié de la population dans la capitale est directement confrontée à la violence. Donc, c'est des stratégies quotidiennes et quotidiennement revues pour se déplacer. C'est des centaines d'écoles qui ne fonctionnent pas. C'est des hôpitaux qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent au ralenti. C'est la pénurie d'essence et donc d'électricité. C'est des stratégies de survie avec la peur et le stress d'être enlevé, d'être tués, d'être pris dans des affrontements de bandes armées qui encore ce week-end ont affecté 5 quartiers de Port-au-Prince. Donc c'est une situation d'autant plus catastrophique qu'elle empire et qu'on ne voit pas de solution à court terme. Oui, c'est une violence qui flambe avec aussi ce constat, hein, celui de la constitution de groupes d'autodéfense, hein, parmi les habitants haïtiens face à l'absence d'État et pour lutter contre les gangs, eh bien, ils s'arment. Le risque, selon vous, est-ce que ce serait celui d'une guerre civile? Mais ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre contre la population, une guerre qui n'est pas son nom, et une guerre qui bénéficie de l'indifférence et la complicité de ce gouvernement, et un gouvernement malheureusement soutenu par l'international. Donc on est déjà dans une situation de guerre, mais pas d'une situation de guerre où ce serait la population deux groupes de la population qui s'affrontent, sinon des groupes armés qui bénéficient d'un accès facile aux armes et à des financements et des complicités politiques et économiques importantes. Frédéric Thomas, quelles sont les options politiques aujourd'hui en Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse? On a parlé beaucoup de nouvelles élections, c'est soutenu bien sûr par les États-Unis. À votre avis, que peut-il se passer désormais? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'élection, en tout cas d'élection crédible et démocratique cette année, ni l'année prochaine, tant que ce gouvernement est en place. Donc, quelle est la solution, l'espoir? Il est sur la table depuis plus de 18 mois, c'est l'accord de Montana. C'est un large accord qui réunit l'ensemble des organisations sociales, des syndicats, des églises, des mouvements de femmes, des mouvements paysans, et qui appelle à une transition de rupture pour essayer de casser le lien entre la classe politique et la classe du secteur des affaires avec ces bandes armées et de pouvoir combattre et de mettre en place les conditions pour assurer une transition. Donc la solution, ou en tout cas les pistes d'une sortie de crise, ils sont sur la table. Malheureusement, ils sont bloqués et par le gouvernement et par la diplomatie internationale qui ne veut pas en entendre parler. Et pour quelles raisons, à votre avis, la diplomatie internationale ne veut pas en entendre parler de cette solution? Parce qu'on préfère revenir aux vieux réflexes et avoir un pays sous tutelle avec un gouvernement qui, aussi corrompu soit-il, on contrôle plus ou moins, et s'assurer la reproduction d'un statu quo. Et on a peur d'une transition et encore plus d'une rupture qui laisse la porte ouverte à la mise en place d'autres politiques et à des politiques et à un développement qui aille à l'encontre des intérêts de Washington et de l'ONU. Je pense que la diplomatie internationale a peur de reconnaître et son échec et sa responsabilité dans la situation actuelle. Il y a la question aussi évidemment de l'humanitaire face à cette violence. Que font les ONG? Elles sont en fuite aussi, elles partent, elles quittent le territoire haïtien? Une grande partie est partie, une autre reste active, mais elle reste active dans des conditions très difficiles parce qu'elle doit négocier son passage avec les bandes armées. Elle est confrontée elle-même à la violence, à une pénurie d'essence et à une situation qui de toute façon se dégrade. Et donc on est aussi dans une situation où l'humanitaire sert de cache-sexe à un échec de la diplomatie internationale et au soutien inconditionnel à un gouvernement haïtien qui entretient cette crise et qui hypothèque toute sortie de crise.